to heroes. My colleagues, Slava Ukraina. Chers collègues, répétez avec moi, Slava Ukraina. Glory to heroes. Thank you very much. Madam Speaker, Merci beaucoup, Madame. members of the Congress, ladies and gentlemen. Chers membres du Congrès, Mesdames et Messieurs, chers Américains, chers amis, je suis fier de vous saluer de notre capitale, Kiev, qui est actuellement bombardée par les forces armées russes, et ce, tous les jours. Mais Kiev n'abandonne pas. Et je dois vous dire que nous n'avons même pas pensé une minute à baisser les bras. Comme d'ailleurs un grand nombre d'autres villes de notre magnifique pays qui sont prises dans la guerre la plus horrible depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai l'honneur de vous saluer au nom du peuple ukrainien. C'est un peuple qui est brave, qui aime la liberté et qui, pendant 80 ans, a résisté à l'agression russe. Cette population qui a sacrifié ses filles, ses fils pour stopper cette invasion massive de la Russie. Aujourd'hui, le destin de notre pays va être tranché. Est-ce que les Ukrainiens seront libres? Est-ce que les Ukrainiens pourront préserver leur démocratie? La Russie a attaqué, mais ce n'est pas uniquement l'Ukraine qu'elle a attaqué, ce n'est pas uniquement nos villes qu'elle a attaqué. La Russie a mené une offensive brutale contre nos valeurs, contre les valeurs humaines fondamentales. Elle a fait avancer ses chars, elle nous a bombardés avec ses avions et elle a bombardé la liberté, nos villes et notre droit à choisir notre avenir. Et nous, ce que nous voulons, c'est réaliser notre rêve national. Nous voulons être heureux et notre rêve, c'est le même que celui que vous avez et vous autres Américains. C'est un rêve que chacun a aux États-Unis. Moi, je me souviens du mémorial du Mont Rushmore avec les visages de vos fameux présidents qui ont bâti les États-Unis tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est un pays démocratique, indépendant, libre, et c'est un pays qui se bat pour tous ceux qui vivent honnêtement, qui sont travailleurs et qui sont respectueux du droit. Et nous, tout ce que nous voulons, c'est la même chose pour les Ukrainiens, pour notre peuple. Et tout cela, c'est quelque chose de normal pour vous. Chers amis, chers Américains, vous avez une grande histoire et je pense que vous avez traversé des périodes qui vous permettent de comprendre l'Ukraine, de nous comprendre maintenant, à un moment où nous avons besoin de vous. Souvenez-vous de Pearl Harbor. Souvenez-vous de ce matin de décembre 1941, lorsque vous avez été attaqué par des avions. Souvenez-vous de ce jour et souvenez-vous également du 11 septembre, cette journée absolument épouvantable de 2001, lorsque le mal s'est attaqué à vos villes et à vos territoires. Des innocents ont été attaqués à partir du ciel, alors que personne ne s'y attendait. Vous n'avez pas été en mesure d'arrêter ces attaques. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons au quotidien, tous les jours, en ce moment même. Nous vivons le jour, la nuit. Cela fait 3 semaines que ça dure. Il y a des villes ukrainiennes, Mykolaiv, Mariupol, Kiev, qui sont bombardées. Les forces russes ont transformé le ciel ukrainien en un ciel annonciateur de mort pour des milliers de personnes. Les forces russes ont déjà tiré plusieurs milliers de missiles sur l'Ukraine. La Russie a utilisé des drones pour nous tuer avec précision.
Et ça, c'est quelque chose que l'Europe n'avait pas vu depuis 80 ans. C'est le règne de la terreur et nous voulons pouvoir réagir et répondre à cette terreur. Et je ne pense pas que cela soit trop demandé de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine pour sauver notre peuple. C'est pour des raisons humanitaires, cette zone d'exclusion aérienne. Et avec cette zone, la Russie ne serait pas en mesure de terroriser nos cités libres. Est-ce que vraiment c'est trop demandé? Est-ce qu'il y a vraiment une autre solution? Eh bien, vous savez que nous avons besoin de systèmes du type S-300. Alors, bien sûr, tout dépend du champ de bataille. Il faut que nous puissions être à même d'utiliser des armes et d'avoir une aviation puissante pour protéger notre peuple, notre liberté et notre terre. Nous avons besoin d'avions qui aideront l'Ukraine et qui aideront également l'Europe. Et ce que vous savez, c'est que ces systèmes, ils existent puisque vous les savez, mais ils n'interviennent pas dans le ciel ukrainien. Et moi, je dois vous dire que j'ai un rêve. J'ai le rêve de défendre mon peuple. Et tout ce que je vous dirai aujourd'hui, c'est que non seulement j'ai un rêve, mais j'ai un besoin de protéger nos cieux. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous décidiez. Et lorsque vous entendez « j'ai fait un rêve », eh bien, vous pensez à la même chose que nous et vous ressentez la même chose que nous. L'Ukraine est reconnaissante aux États-Unis de son soutien massif et de tout ce que vous avez fait, votre gouvernement, votre peuple, pour nous. Vous nous avez fourni des armes, des munitions, vous nous avez apporté un financement et vous êtes les leaders du monde libre, ce qui nous aide à résister aux pressions de la Russie. Et vous avez pris des sanctions économiques. Merci personnellement au président Biden qui s'est engagé en faveur de la démocratie en Ukraine et qui s'est mis à nos côtés. Et je suis heureux que vous ayez adopté une résolution pour punir tous ceux qui se seront rendus coupables de crimes contre l'Ukraine et contre sa population. Vous les traiterez comme criminels de guerre, mais nous vivons une ère sombre pour notre pays, pour l'Europe, et j'en appelle à vous. Faites plus, prenez plus de sanctions. Nous en avons besoin jusqu'à ce que la machine militaire russe recule. Nous avons besoin d'imposer des sanctions pour tous ceux qui aident ce régime injuste. Et ce que nous voudrions, c'est que les sanctions américaines touchent tous les politiques dans la Fédération de Russie qui sont encore en fonction et qui n'ont pas coupé leurs relations avec ceux qui sont responsables de l'agression de l'Ukraine. Je pense aux membres de la Doumas et je pense à tous les fonctionnaires qui n'ont pas eu le courage de s'opposer à ce terrorisme d'État. Vous devez évincer les Russes de vos marchés et vous devez le faire immédiatement parce que les produits que vous avez, ils portent notre sang. Si vous avez des entreprises chez vous qui financent la machine militaire russe et qui financent des entreprises en Russie, eh bien faites pression sur elles. Et ce que je vous demande, c'est de faire en sorte que les Russes ne reçoivent absolument pas d'argent alors qu'ils continuent à détruire l'Ukraine et notre population. Ils détruisent notre pays, ils détruisent l'Europe. Et les Américains doivent fermer leur marché aux biens russes. Je pense que la paix, c'est plus important que l'argent et c'est un principe que nous devons défendre dans le monde entier. Nous faisons partie d'une coalition, une coalition qui unit des dizaines de pays, ceux qui ont réagi face à l'agression de notre pays décidée par le président Poutine. Mais nous devons aller encore plus loin et faire plus. Nous devons nous doter de nouveaux outils permettant de réagir rapidement et d'arrêter la guerre, l'invasion massive de la Russie qui a commencé le 24 février. Et il faudrait que la guerre s'arrête dans 24 heures et que le mal soit puni. Aujourd'hui,
Le monde ne s'est pas encore doté de ces outils et nos prédécesseurs ont mis en place des institutions qui devaient nous protéger de la guerre. Mais malheureusement, ces institutions n'ont pas marché. Nous le voyons, vous le voyez. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de nouvelles alliances, de nouvelles institutions. Et c'est cela que nous proposons. Ce que nous proposons, c'est de créer une association, une union des pays responsables pour la paix qui aura la volonté de mettre fin immédiatement au conflit et de fournir une assistance en 24 heures si nécessaire, de fournir également des armes, d'apporter une aide humanitaire, d'imposer des sanctions et d'apporter tout ce qui est nécessaire pour maintenir la paix et surtout pour le faire rapidement pour sauver le monde. Une telle association, une telle union permettrait d'apporter une assistance à ceux qui sont frappés par exemple par des catastrophes naturelles ou bien encore qui sont victimes de crises humanitaires ou d'épidémies. Souvenez-nous à quel point c'était difficile de faire des choses finalement qui étaient très très simples avec la pandémie du Covid, les vaccins par exemple pour lutter contre les nouvelles souches. Le monde a mis des mois, des années à produire quelque chose pour éviter les victimes et les pertes humaines. Mesdames et messieurs, chers Américains, si une alliance existait aujourd'hui, elle permettrait de sauver des milliers de vies dans notre pays et dans un grand nombre de pays du monde, dans les pays qui ont besoin de paix, dans les pays qui souffrent de destruction absolument inhumaine. Et je vous demanderai de bien vouloir regarder une vidéo qui montre ce que les forces russes ont fait dans notre pays. Il faut mettre fin à ces agissements et il faut prévenir de telles actions pour s'opposer aux agresseurs qui essaient d'anéantir ces nations. Par souci de garder le contrôle sur les images que nous diffusons, nous reviendrons dans un instant sur l'intervention devant le Congrès américain de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien accueilli par une ovation debout par les membres du Congrès américain et le président ukrainien Vincent Hegel qui a redemandé l'exclusion du ciel aérien, l'interdiction de survol du ciel aérien, ce que ne peut pas lui autoriser l'OTAN. Et ce dont il est parfaitement conscient. Mais la formulation, je dirais, culpabilisante à dessein, c'est « est-ce trop demandé ?» Et moi, ce que j'observe, outre l'efficacité dévastatrice de la vidéo qui vient d'être interrompue, et je pense que Catherine pourra détailler ce constat, c'est le fait qu'il y a une succession de références explicites à l'imaginaire américain. C'est-à-dire, il coche toutes les cases de la psyché d'outre-Atlantique. Je cite rapidement la référence au mont Rushmore, Pearl Harbor, le 11 septembre, la référence à la terreur, I have a dream, donc la fameuse phrase iconique de Martin Luther King. Et je termine par un dernier élément qui, à mon avis, n'est pas plus fortuit que les précédents, c'est la double référence jusqu'à maintenant au mal, evil, donc qui renvoie, quelle que soit la contestation qu'on puisse porter à cette vision du monde, access of evil. Pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne suffit pas
d'être le leader de l'Ouest ou du monde, parce que être le leader du monde, ça veut dire être le leader de la paix. Et en fait, aujourd'hui, vous ne dépendez plus uniquement de vous, de votre peuple, vous dépendez également de vos voisins, et il faut avoir des voisins qui sont forts. Fort, ça veut dire qu'on est brave, qu'on est courageux, qu'on est prêt à se battre pour son pays, pour ses citoyens, mais également pour les citoyens du monde, pour les droits de l'homme, pour la paix, et de mourir lorsque l'heure est venue. Et aujourd'hui, le peuple ukrainien ne défend pas que l'Ukraine. Il se bat pour les valeurs européennes et pour les valeurs du monde. Et il le fait pour que nous ayons un avenir. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les Américains n'aident pas uniquement l'Ukraine, mais ils aident l'Europe et le monde pour que notre planète puisse survivre, pour que la justice prévale. J'ai bientôt 45 ans, mais je dois vous dire que l'heure s'est arrêtée lorsque les forces russes sont entrées dans mon pays. À quoi bon vivre si je ne suis pas en mesure de stopper les morts? Et c'est ça, ma mission première pour mon peuple, pour ces braves Ukrainiens. Et en tant que chef de mon pays, je m'adresse maintenant au président Biden, vous qui êtes le leader des nations. Ce que je voudrais, c'est que vous soyez également le leader du monde. Mais être le leader du monde, ça veut dire être responsable de la paix. Merci et vive les héros ukrainiens. Vive l'Ukraine. For your support. Voilà donc pour cette intervention du président ukrainien devant le Congrès américain, une intervention de 17 minutes pendant laquelle il a évidemment interpellé le peuple américain en faisant référence à de nombreux symboles pour les Américains, en demandant à nouveau une zone d'exclusion aérienne dans le ciel ukrainien. Faites plus, a-t-il demandé aux Américains. Des sanctions américaines devraient toucher tous les hommes politiques russes, que ce soit les membres du Parlement, que les fonctionnaires, et qui, voilà, Zelensky qui finit par cette interpellation du président Biden, soyez le leader du monde, soyez responsable de la paix. Gilles Maintré, que peuvent faire maintenant les élus américains de cette interpellation du président ? Comme on s'y attendait, Zelensky a porté le discours sur les valeurs, et c'est exactement ce à quoi les États-Unis en général, le Congrès est le plus sensible. C'est une guerre, qu'il l'a dit, contre la liberté, contre la justice, contre la démocratie. Il dit même pas d'ailleurs que la Russie est autoritaire, ou il dit que c'est la terreur d'État. Les mots sont très forts. Donc c'est la démocratie attaquée par la terreur d'État. Et de ce point de vue-là, il oblige le Congrès américain à être au niveau de ces valeurs-là. Alors ensuite, il fait des demandes très précises. Il demande, on a parlé de la zone d'exclusion aérienne. Il a des demandes très précises aussi sur les armements. Il demande plus de missiles S-300. Il revient sur l'affaire des avions. La fameuse histoire des MiG-29, vous savez, qui devaient être troqués contre des avions américains. Il demande plus de sanctions.
notamment contre les fonctionnaires. Alors il faut savoir que pour ce qui est de la Douma, les sanctions européennes touchent déjà une très large partie des parlementaires de la Douma. Ce n'est pas tout à fait le cas des sanctions américaines. Enfin, les plus efficaces en termes d'avoir, c'est quand même bien sûr les sanctions européennes, puisque c'est là que les responsables russes ont le plus d'actifs. Et puis, il fait cette ouverture très, très, très large, et moi, de mon point de vue, assez surprenante. Non pas... On aurait pu s'attendre à ce qui... Vous savez que le débat qui porte en ce moment, qui a lieu en ce moment, c'est sur les garanties de sécurité par rapport à la neutralité de l'Ukraine et le fait que lui, Zelensky, a demandé des garanties de sécurité, c'est-à-dire que si jamais l'Ukraine était réattaquée, eh bien, peut-être l'OTAN, peut-être l'Union européenne, enfin c'est sur la table, garantirait une assistance militaire. Et au lieu d'aller sur ce terrain-là, il est allé sur un terrain beaucoup plus large, puisqu'il parle d'une alliance des États du monde, qu'il élargit au-delà de la guerre en parlant du Covid, en parlant des catastrophes naturelles. Ça s'appelle l'ONU. Et donc, en fait, il veut redéfinir l'ONU, et il veut se mettre à la hauteur de l'histoire en disant... On est comme en 1945, en tout cas, si on cesse cette guerre, on sera comme en 1945. Il faut reconstruire la sécurité mondiale, il faut refonder l'ONU. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant dans cette proposition, grosso modo, de réinventer l'Organisation des Nations Unies, il y a de manière subliminale une référence effectivement à ce qui est le blocage de l'outil onusien, à savoir le droit de veto dont disposent les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, à commencer évidemment par la Russie et la Chine. Donc en gros, ce qu'il dit, c'est que l'appareil qui a été mis en place, Société des Nations puis ONU, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, a montré ses limites, n'est pas efficace, est incapable de riposter à des cas de figure tels que celui que vit tragiquement son pays, et que donc il faut remettre les choses à plat et inventer autre chose. Mais ça veut dire aussi, quand il parle, je le cite, de pays responsables pour la paix, que tout le monde n'est peut-être pas digne d'avoir son rond de serviette à ce banquet-là. Est-ce qu'il inclut la Russie poutinienne dans ce collectif nouveau? On peut en douter. Donc pour lui, c'est l'échec des instances internationales. Retrouvons à Washington Axel Monnier. On l'a dit, Axel, le président Zelensky a fait référence à de nombreux symboles chers au cœur du peuple américain. Le mont Rushmore, Pearl Harbor et alors aussi le 11 septembre. Oui, il sait très bien qu'il s'adressait au Congrès américain, qu'il fallait jouer sur la fibre patriotique américaine pour obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire plus d'aide, plus d'armement, et également cette interdiction de l'espace aérien. La référence au 11 septembre, elle est évidente. L'attaque terroriste, des attaques contre des innocents, il l'a rappelé, notamment aussi avec sa vidéo qui a été diffusée pendant une petite minute à peu près à la fin de son intervention. Et puis surtout, à la fin, il s'est directement adressé à Joe Biden avec ces mots forts. Si vous voulez être le leader du monde, vous devez être le leader de la paix. Il l'a d'ailleurs redit 2 fois. C'est une intervention qui a été particulièrement applaudie à la fin. Vous l'avez vu, particulièrement saluée. Volodymyr Zelensky, en jouant sur cette carte du 11 septembre, c'est aussi qu'il peut parler aux 2 camps. Car du côté des républicains et du côté des démocrates, il sait qu'il a des soutiens pour obtenir plus. Seulement, pour le moment, la balle est dans le camp de Joe Biden et lui n'a pas l'intention d'aller au-delà de ce qu'il fait. Il annoncera peut-être des aides supplémentaires, il devrait le faire, avec 800 millions de plus aujourd'hui pour assurer la sécurité du pays. Mais il n'ira probablement pas jusqu'à l'interdiction de l'espace aérien, car il le sait et il l'a dit, cela impliquerait une guerre directe avec la Russie. Et ça, pour l'instant, le président américain n'en veut pas. Merci Axel Monnier. Catherine Gentil, évidemment, cette référence au 11 septembre, il sait que ça touche une corde très sensible chez les Américains. Bien oui, puisque le danger, le 11 septembre, était venu du ciel. Ce sont des avions qui ont détruit les tours jumelles. Et là, le danger principal en Ukraine, ce sont aussi les avions. Et c'est pour ça qu'il demande cette zone d'exclusion aérienne. Et il sait qu'en expliquant aux Américains que ce qu'ils ont vécu, eux, une seule journée, qui était le 11 septembre 2001, et que c'est ce que vivent aujourd'hui quasiment au quotidien les Ukrainiens, il sait que ça va aider les Américains à comprendre le drame dans lequel ils se débattent. Et puis aussi, il les prend au mot, les Américains, et à leur propre mythe. C'est-à-dire que quand ils parlent de Joe Biden, qui est le leader du monde, en fait, c'est parce que les Américains disent toujours qu'ils sont les leaders du monde libre. Et pour garantir la liberté, justement, Volodymyr Zelensky sous-entend, et le dit même clairement, qu'il faut aujourd'hui défendre l'Ukraine parce que c'est ce pays qui défend, qui se bat pour lui-même, et il l'a aussi répété, qui se bat pour les valeurs
pour l'Europe et pour le reste du monde libre, justement. Donc, à chaque étape de son discours, il s'est saisi d'un exemple qui non seulement touche les Américains, mais contre lesquels les Américains vont avoir du mal à argumenter pour ne pas accéder à ces demandes, même si on sait que déjà Joe Biden a dit qu'il n'était pas question de zone d'exclusion aérienne. Mais c'est extrêmement intelligent et extrêmement bien articulé de sa part parce qu'il aura touché l'opinion publique américaine. Alors précisément, vous savez qu'il a diffusé également une vidéo d'1 minute environ avec des images très très dures. Vidéo qui se terminait avec la mention écrite « Close the sky of Ukraine », donc fermer le ciel ukrainien. Réécoutons le président ukrainien là-dessus. Les forces russes ont transformé le ciel ukrainien en un ciel annonciateur de mort pour des milliers de personnes. Les forces russes ont déjà tiré plusieurs milliers de missiles sur l'Ukraine. La Russie a utilisé des drones pour nous tuer avec précision. Et ça, c'est quelque chose que l'Europe n'avait pas vu depuis 80 ans. C'est le règne de la terreur et nous voulons pouvoir réagir et répondre à cette terreur. Et je ne pense pas que cela soit trop demandé de créer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine pour sauver notre peuple. C'est pour des raisons humanitaires, cette zone d'exclusion aérienne. Et avec cette zone, la Russie ne serait pas en mesure de terroriser nos cités libres. Est-ce que vraiment c'est trop demandé? Est-ce qu'il y a vraiment une autre solution? Général Chauvency, le martèle jour après jour, le président Zelensky, il faut absolument cette zone d'exclusion aérienne. Or, il sait très bien que c'est une ligne rouge que ne franchira pas l'OTAN. Comment est-ce qu'on sort de cette guerre? D'abord, je voudrais quand même souligner la dimension qu'il donne à son poste, à sa place. C'est un chef de guerre, chef politique, au milieu de son armée, au milieu de son peuple, qui reste à Kiev et qui montre qu'il est à la tête. Il symbolise la résistance ukrainienne. En termes, je dirais, d'action psychologique, c'est remarquable, plus tout le discours qui va avec. Premier point. Deuxième point, il a dit autre chose aussi. Oui, effectivement, no-fly zone. Aujourd'hui, la menace est aérienne, qu'elle soit par missile, par drone ou par avion. La no-fly zone peut très bien se construire, je pense, à partir du sol ukrainien, à condition qu'on livre les bonnes armes. J'ai évoqué tout à l'heure les Stinger. Les Stinger, c'est moins de 5 km de portée, ce qui veut dire que c'est de la très courte portée et que finalement la destruction d'un aéronef est relativement difficile. Même si cette arme est sophistiquée, on la tire, elle part tout seul sur la cible. Ce qu'il demande, c'est ce que moi j'ai compris dans son discours, c'est des armes plus lointaines, c'est-à-dire pour interdire à une distance beaucoup plus grande les avions, en les détectant puis en les détruisant. Donc en fait, c'est contester la menace aérienne russe par du matériel beaucoup plus performant, beaucoup plus élaboré, à plus longue portée, avec la difficulté suivante. Il faut quand même une formation. Alors il a évoqué les S-300, qu'à ma connaissance, les Américains ne vendent pas. C'est plutôt du matériel russe. Favori. Alors bon, on peut faire du commerce, mais bon, il y a des limites. Mais là, c'est avoir de l'armement à moyenne portée, 15, 20, 30 km. Et ça, je pense que les Américains peuvent fournir. Je ne suis pas sûr que les Russes laissent passer. Mais néanmoins, le but, c'est de fournir ce type de matériel. Et au lieu effectivement de demander cette capacité à l'étranger, eh ben, je pense que les Ukrainiens pourraient assumer cette responsabilité à condition qu'ils tiennent suffisamment longtemps pour être formés sur ce matériel et finalement être efficaces. Mais si l'on fournit ce genre d'armes, un avion de chasse, ça veut dire aussi qu'on rentre de plein pied dans le conflit. Non, les livraisons d'armement aujourd'hui sont livrées tous les jours, donc c'est pas dans le conflit. Quand on regarde le droit international, il y a quand même quelques accommodements possibles. De toute façon, les armes sont toujours livrées quand on en a besoin, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais les Russes, ils ont quand même fait 2 ou 3 petites sorties pour dire que ça ne pourrait pas durer très longtemps et qu'effectivement, ils seraient considérés comme co-belligérants au bout d'un moment, les pays qui fournissent des armes. Il y a un risque, il faut le faire d'une manière relativement discrète et puis peut-être avoir cette action brutale à un moment donné où il y a une dizaine d'avions qui tombent au sol parce qu'on n'avait pas vu arriver ces missiles de moyenne portée. Et puis dernier point, les avions. On en parle depuis 3 semaines. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'aéroports capables de les accueillir en Ukraine? Parce qu'en fait, on pourrait envoyer des pilotes ukrainiens récupérer des avions ailleurs, les déposer sur des aérodromes militaires, mais il n'y en a plus beaucoup en bon état. Ensuite, rappelons enfin, et je terminerai là-dessus, la force aérienne ukrainienne. C'est moins de 60 avions d'origine, ce qui veut dire pas beaucoup de pilotes. Ça fait pas beaucoup d'avions disponibles. Je vous donne la parole dans un instant, Vincent. Je voudrais qu'on revoie la séquence de l'arrivée par visioconférence du président Zelensky sur l'écran disposé donc à la Chambre des représentants américains et cette longue ovation des élus, démocrates comme républicains, du président ukrainien.
Jean-Luc Brana, vous êtes toujours avec nous. Alors évidemment, une standing ovation pour le président Zelensky, ça ne peut que le conforter dans sa position, en effet, de représentant de la résistance ukrainienne. Mais est-ce que c'est ce qu'il était venu chercher, le président ukrainien? Non, il est venu chercher tout ce qui a été dit sur le plateau depuis 2 minutes, ce qu'on avait commenté, à savoir qu'on ferme cet espace aérien, et il l'a fait de manière brillante. Je crois que j'ai entendu beaucoup de discours dans ma vie. Celui-ci est au top 1 ou au top 2, très, très franchement. Il s'est adressé à tous les Miss américains. Son message était assez clair. J'ai un rêve, il s'appelle son rêve américain, et il s'est appuyé sur les 4 symboles qui se sont surpassés dans l'histoire américaine. George Washington, le père de la nation, Thomas Jefferson, le père de la Déclaration d'indépendance, Abraham Lincoln, le père de l'unité et de la défense de la moralité, et Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt qui a fait le corollaire à la doctrine de Monroe, c'est-à-dire l'ouverture vers l'extérieur. Ces 4 présidents sont ceux du Mont Rushmore. Ça a parlé à tous les Américains, c'est 150 ans d'histoire, c'est tout ce qu'ils ont appris à l'école depuis qu'ils sont tout petits. Et ce message était assez clair, il s'adressait à Joe Biden en lui disant « Dépassez les limites, vous ne pouvez pas simplement défendre l'OTAN, vous devez défendre les peuples qui souffrent, et nous sommes un peuple qui souffre comme vous ne voulez pas souffrir ». En citant Pearl Harbor, en citant le 11 septembre, il a appuyé sur les 2 mots qui ont fait le plus mal à l'Amérique en disant c'est ce que nous souffrons aujourd'hui. Ce message a transpercé le cœur des Américains, croyez-moi, parce qu'il était d'une puissance extrême, en terminant, comme le disait tout à l'heure Vincent Hugeux, avec le I have a dream, mais surtout cette affiche subliminale I need you, j'ai besoin de vous, I want you, l'affiche de James Montgomery que tout le monde connaît, c'est Oncle Sam qui s'adresse à tout le monde en disant « Je vous veux aujourd'hui à mes côtés parce qu'il faut défendre la liberté et la paix ». Et c'est ce message-là que Zelensky a envoyé. Croyez-moi, c'était fulgurant et bouleversant. Oui, c'était effectivement très, très, très marquant, hein, cette allusion au 11 septembre, notamment au 11 septembre 2001. Réécoutons le président ukrainien. Chers amis, chers Américains, vous avez une grande histoire et je pense que vous avez traversé des périodes qui vous permettent de comprendre l'Ukraine, de nous comprendre maintenant à un moment où nous avons besoin de vous. Souvenez-vous de Pearl Harbor, souvenez-vous de ce matin de décembre 1941, lorsque vous avez été attaqué par des avions. Souvenez-vous de ce jour et souvenez-vous également du 11 septembre, cette journée absolument épouvantable de 2001, lorsque le mal s'est attaqué à vos villes et à vos territoires. Des innocents ont été attaqués à partir du ciel, alors que personne ne s'y attendait. Vous n'avez pas été en mesure d'arrêter ces attaques. Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons au quotidien, tous les jours, en ce moment même. Nous vivons le jour, la nuit. Cela fait 3 semaines que ça dure. Vincent Hugeux, il a probablement touché une corde sensible, hein, chez les élus américains. Est-ce qu'il a pu faire bouger les lignes, selon vous? Écoutez, moi je ne serais pas surpris d'apprendre que ce discours, il parle avec le cœur et les tripes, a été préparé avec l'un ou l'autre de ses conseillers américains. Parce que, bon, chaque référence historique, chaque mot est pesé au trébuchet.